Donc d'une manière générale, et par les systèmes microprogrammés, c'est-à-dire tout système qui nécessite, si vous voulez, un programme et derrière un petit processeur pour exécuter un programme. Parce qu'en électronique ou en instrumentation, on parle aussi de l'électronique câblée. Câblée, ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de programme, c'est juste, si vous voulez, les signaux électriques qui transitent à travers les composants et on a des réponses. Alors, dans un système microprogrammé, quelque part, il y a un petit processeur qui va exécuter les instructions l'une derrière l'autre, c'est-à-dire un programme, et donner des résultats. Alors, la structure d'un système microprogrammé, donc, notamment, la base, c'est le microprocesseur. Et donc, on a une couche de processeur. Ça peut être un seul processeur ou plusieurs, ce qu'on appelle un cœur ou plusieurs, avec un bus qui permet de faire la communication entre ces processeurs. Donc, on a ce qu'on appelle un circuit intégré, le premier qui permet de faire la passerelle. On a communication avec tout ce qui est mémoire, bus mémoire et bus graphique, si vous voulez. On a le PCI qui permet de faire ou de communiquer avec des cartes qu'on peut ajouter, comme dans le cas dans la plupart des systèmes microprogrammés, je veux dire des PC Tour. Et puis après, on a tout ce qui est contrôle de ces entrées ISA. Et on a bien sûr les bus USB et les entrées du périphérique, lecteur, combien de disques et ainsi de suite. Donc ça c'est si vous voulez, un système plus général. La chose la plus importante à détecter ici, c'est que vous avez toujours un système ou un processeur. Autour, il doit y avoir des mémoires, en général deux types de mémoires. Une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire vive, qui permet d'abriter le programme, et puis après, lorsqu'on éteint, ça disparaît, qui abrite aussi les données pendant une session. Et on a la mémoire morte, qui normalement, elle sauvegarde un programme, elle le garde, si vous voulez, même si on éteint. C'est le cas de la partie qui contient un petit peu les fichiers système, donc tels que Windows et ainsi de suite. À partir de processeur mémoire, il reste un peu l'interface avec les périphériques, parce qu'un système microprogrammé doit dialoguer avec l'utilisateur. Ça veut dire que je dois avoir des interfaces avec les claviers souris ou d'autres, si vous voulez, outils ou périphériques de saisie, et aussi des périphériques d'affichage, si vous voulez, comme l'écran par exemple. Donc, trois parties: processeur, ce qu'on appelle l'unité centrale, la mémoire et les périphériques d'entrée-sortie. Donc, si on regarde les tours d'une manière générale, donc on remarque le processeur qui vient ici, bien sûr, en général, il est doté d'un refroidisseur. Et puis après, autour de ça, on a tout ce qui est, si vous voulez, RAM. On a une petite EEPROM qui garde tout ce qui est ce qu'on appelle le BIOS. Et puis on a bien sûr des connecteurs vers les systèmes de stockage comme le hard disk ou bien un disque SSD. Et plein de cartes qu'on peut ajouter pour, par exemple, la communication. Si je veux utiliser mon système microprogrammé ou mon ordinateur pour communiquer avec un automate, par exemple, je peux installer une carte qui communique, qui utilise le même protocole d'un automate. Les anciens automates, si je prends exemple Siemens, travaillent avec un protocole 485, donc ça veut dire qu'il faut une carte 485 ou ce qu'on appelle un PI. Sinon, les nouveaux, c'est directement une carte réseau, donc qui communique avec l'Ethernet. Et on peut ajouter d'autres cartes qui permettent de la communication avec d'autres périphériques. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut trouver sur une carte mère. Et toujours, bien entendu, c'est un système microprogrammé. Pourquoi? Parce que ici, au niveau du processeur, lui, il va exécuter les instructions. Les instructions qui doivent être quelque part pendant une session dans la RAM, et chaque fois il ramène, il exécute, et puis le résultat, soit il l'envoie pour l'affichage, soit il l'envoie pour la sauvegarde, soit il le garde pour une utilisation ultérieure dans la même session.
Alors, principe de fonctionnement des mémoires. Donc, comme j'ai dit, mémoire, c'est quand même une partie intégrante d'un système microprogrammé. Donc, l'objectif, c'est de stocker les codes, instructions du programme, ainsi que les données associées. Et donc, on peut parler de RAM et de ROM. Et le principe de fonctionnement, c'est comme une armoire. On va mettre chaque case mémoire, il y a une donnée. Et puis, on a un adressage pour y aller dans telle case pour prendre si vous voulez, une valeur. Okay. Alors, en général, les mémoires communiquent dans les deux sens. C'est pour prendre la donnée ou bien pour, si vous voulez, sauvegarder la donnée. Okay. Et très important un petit peu au niveau d'adressage. On peut trouver un adressage, si vous voulez, sur un seul, si vous voulez, palier au niveau des secteurs, ou bien des fois, comme on va voir après dans le microprocesseur, au niveau microcontrôleur plutôt, on parle plutôt de tout ce qui est mémoire sous forme de registre. On parle de banques, donc on peut avoir plusieurs banques et on s'adresse à une banque bien définie et on connaît la taille de chaque partie, hein, avec bien entendu l'adressage. L'adressage, il est derrière, lorsqu'on est à bas niveau, ce qu'on appelle le langage machine, sous forme binaire, mais nous, en général, on essaie de le représenter sous forme hexadécimale, ce qui facilite un petit peu, je veux dire, si on a par exemple juste un système ou un microprocesseur ou un microcontrôleur à 8 bits, donc de gérer des mots avec 8 bits directement binaire, c'est difficile. Généralement, c'est plus facile lorsqu'on travaille avec l'hexadécimal. Oui, tu as une question à... Oui, j'ai juste la différence, moi j'ai lu, la différence entre la RAM et la ROM, ouais, que c'était lecture et écriture. Alors maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la NVRAM. La NVRAM, en fait, c'est une RAM qu'on utilise, mais elle n'est pas volatile. Ça veut dire que je peux toujours garder. Donc, par exemple, dans beaucoup de systèmes comme les switches, les routeurs, donc il y a une configuration que par exemple, l'administrateur réseau va introduire. Une fois qu'elle est faite, cette configuration reste, le routeur est toujours allumé. En cas où il redémarre, donc la configuration n'est pas perdue. Elle est dans cette RAM, mais qui n'est pas volatile. Donc c'est une VRAM. Elle garde un petit peu la configuration en cas donc c'est une RAM, mais si vous voulez, elle n'est pas effaçable une fois qu'on éteint le système. Alors au niveau de la mémoire, ce qui est important pour ne pas trop, c'est un peu la représentation. Donc dans la mémoire, on va mettre une valeur. Donc je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir, lorsque vous travaillez avec un automate par exemple, vous définissez un entier, d'accord, quelque part dans une mémoire, et vous regardez la manière avec laquelle cette valeur est sauvegardée n'est pas toujours la même. Chaque système microprogrammé, donc, si vous voulez, sauvegarde avec une manière un peu spécifique. Ce qu'on distingue, c'est ce qu'on appelle le little indien et le big indien. C'est la manière avec laquelle la mémoire en général, elle est partagée sous forme de mots d'octets, ce qu'on appelle byte. Donc on a un byte, il y a 8 bits, et ainsi de suite. Si on dit que si je prends l'exemple d'un automate, parce que vous avez normalement utilisé des automates, vous dites j'ai une plage mémoire de 512 kg, d'accord, ça veut dire vous avez 512, si vous voulez, plutôt 512 octets, et donc vous avez 512 mots, et donc byte par byte. Mais si vous voulez utiliser des Word comme un entier il est défini sur un Word, donc il n'est pas défini sur 8 bits, mais il est défini sur 16 bits. Et donc absolument, si vous dites je vais utiliser le premier byte adressé à 0, il va utiliser le byte 0 et le byte 1. Ok, mais vous avez 2 bytes, la valeur la moins significative et la plus significative, les 2 bytes, c'est laquelle? D'accord? Donc il faut savoir comment l'automate raisonne. C'est-à-dire si j'ai par exemple la valeur 16, ok, et vous avez si vous voulez, deux bytes, est-ce que cette valeur-là, elle est dans le byte 0 ou bien dans le byte 1? Je vais un peu schématiser, parce que je vois, vous me regardez un peu bizarrement, donc
La fatigue avant les vacances, à mon avis, monsieur. Hein? La fatigue avant les vacances, ça, monsieur. Pas la- Ouais, je sais, mais je ne relâche pas. Ceux qui ne sont pas informaticiens et pour ça. Hein? Bah, Qu'est-ce que tu dis? Là, ici, il n'y a rien à faire. Écoute, l'ingénierie moderne, il y a du tout. Hein, on n'a pas de choix. Donc, lorsque vous dites, je vais utiliser, par exemple, vous avez un petit compteur que vous pouvez programmer dans tous les automates. Vous pouvez utiliser un compteur. Le résultat, vous l'envoyez dans MW40. Ceux qui ont touché un petit peu à la programmation des automates, ça veut dire le résultat de mon compteur, je vais le sauvegarder dans la memento d'adresse 40 W pour dire c'est en Word. Et d'ailleurs, dans le L de ce bloc-là, c'est une fonction qui a été intégrée dans la bibliothèque du fournisseur, et donc il est déjà programmé, je vais juste la configurer. Ben, la sortie d'un compteur, c'est un entier, on va dire, mais la taille c'est en Word, ça veut dire 2 bytes. Lorsque je dis MW40, ça veut dire dans cette mémoire-là, il y a le byte 40, et puis il y a byte 41, et ainsi de suite. Lorsque je dis, j'utilise ça, c'est le byte 40. Là, c'est le byte 41. Et tout ça, c'est le Word 40. C'est-à-dire le Word 40 prend le byte 40 et 41. OK? Maintenant, imaginez que vous êtes en train de compter et vous avez la valeur 8. Ben, la valeur 8, tout de suite, si je consulte cette zone mémoire, je vais trouver ma valeur. Donc la question, est-ce que je trouve ma valeur 8 ici ou ici? Ça dépend si c'est en bille indienne ou en ligne. Voilà. Donc il faut voir comment, je veux dire, la mémoire est gérée. Fort possible, vous allez trouver, donc, le 0 est ici. Ça va? Et donc, comme j'ai dit, en plus que ça, donc cette valeur-là, si vous affichez, en général, lorsqu'on a un environnement de développement, vous pouvez définir la représentation. Est-ce que vous faites une représentation binaire, tous les bits, ou vous faites une représentation en décimale ou bien en hexadécimale. Donc l'écriture ici, ça change. Donc si j'utilise un entier, il va m'écrire vraiment en binaire. Mais si je considère par exemple que j'utilise un réel, mais un réel n'est pas écrit en binaire direct. Il est écrit en ce qu'on appelle une représentation scientifique en I3E 554, quelque chose comme ça. Ça veut dire il y a un bit de signe, il y a ce qu'on appelle l'exponentielle, je veux dire la puissance, et puis après vous avez la mantis qui est sur 23 bits. Donc si vous regardez les valeurs, vous n'allez pas trouver vraiment la valeur en binaire, parce que la représentation est différente. Ok? Donc, en résumé, pour dire qu'on travaille toujours avec des systèmes de numération, tout c'est en binaire, mais à la représentation, lorsqu'on écrit, on écrit en hexadécimal pour la compréhension, mais si je consulte directement la mémoire, je vais trouver que des 0 et des 1. Ok? Mais l'environnement, si je lui dis, allez, donnez-moi la valeur, mais en hexadécimal, il pourra la transformer, me l'afficher, c'est plus facile. Mais en réalité, c'est des 0 et des 1. Ok? Et puis après, bien entendu, lorsqu'on parle de kilos, de bytes et ainsi de suite, donc c'est un petit peu une représentation par rapport à la base 2. Donc, lorsqu'on met 2 à la puissance 10, c'est 1 kilo. D'accord? Ou plutôt, oui, 2 à la puissance 10, c'est 1 kilo, et ainsi de suite. Alors, donc, pour les EPROM ou les ROM, si vous voulez, donc on a plusieurs types. Donc, ceux qui sont normalement les anciennes, qu'on peut programmer une seule fois, et on ne peut pas l'effacer, donc ça c'est un peu la technologie ancienne. Maintenant, on peut toujours, bien sûr, reprogrammer les PROM, mais à savoir, la plupart sont reprogrammables, si vous voulez, directement électriquement, mais à un certain moment, il y avait les PROM avec l'ultraviolet, avec des circuits intégrés, avec une petite
partie avec du vert pour que les ultraviolets arrivent et qu'on peut effacer et reprogrammer. La plupart maintenant c'est des EEPROM et des flashs, c'est-à-dire on peut les programmer directement d'une manière électrique. Les mémoires, donc on parle de mémoire statique. Selon un petit peu les tailles, les plus utilisées, c'est un peu les dynamiques, ce qu'on appelle les SDRAM et DDRAM. Alors pour les pics, bien entendu, la RAM est petite, pas comme ce qu'on utilise avec les ordinateurs. Et donc, nous, on utilise un 18F45K80, donc c'est légèrement une version de 4520, et qui normalement, il a une 32K de flash, et une EEPROM de 256, et une SRAM de 1536. Okay. Directement en byte. Okay. Bien entendu, les mémoires au niveau des microcontrôleurs, il y a moins par rapport à un ordinateur, sachant bien que l'avantage d'un microcontrôleur, je vais vous le dire après, c'est qu'il y a une intégration. Un microprocesseur ne peut pas fonctionner tout seul. Lui, il doit être entouré, il doit être intégré dans une carte mère, avec bien sûr de la RAM et de la ROM, et tous les périphériques d'interface avec l'extérieur. Alors le PIC, il intègre déjà son processeur, mais en plus il y a une RAM, une ROM. Ça veut dire que c'est un système complet. Et le but, c'est d'avoir un composant mais qui est complet, qu'on peut directement l'intégrer pour réaliser une fonctionnalité bien définie. Alors le microprocesseur est une sorte d'automate, bon, si on peut comparer, si vous voulez, un automate. Donc il a accès sur, si vous voulez, sur l'exécution d'un programme. Et le programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions. Ce programme doit être sauvegardé quelque part, si on imagine ici. Il est sauvegardé à la place, je veux dire, à partir de l'adresse 0, 1000, 1000, 1001, 1002. Donc chaque ligne, il y a une instruction. Alors l'instruction en général, qu'est-ce qu'elle va contenir? Il y a deux parties principales. Ça peut être plusieurs, mais on a le code opération, et puis après il y a l'adresse de l'opérand ou la valeur. Par exemple, si je fais addition de A et B, le code opération, ça va être le code pour l'addition. Le premier opérand, c'est A et le deuxième, c'est B. D'accord? Donc une instruction doit, lorsqu'on la prend, le microprocesseur va la chercher. Et il va détecter ou décoder plutôt la partie opération. Et puis après le reste, ce sera un petit peu l'opérand. Soit directement la valeur est donnée, ce qu'on appelle un adressage direct ou instruction directe, ou bien il va donner l'adresse où la valeur se trouve. D'accord? Donc on peut parler d'un adressage immédiat ou un adressage indirect. Alors au niveau de ces instructions de ce programme, donc on a ce qu'on appelle un langage machine directement sous du binaire. Pour simplifier un petit peu, on peut le voir, comme j'ai dit, sous forme hexadécimale et tout, mais c'est vraiment juste au niveau de la représentation. Il y a le langage assemblaire qui permet d'utiliser des mnémoniques légèrement, je veux dire, plus ou moins compréhensibles. Et puis, on a les langages de haut niveau comme, je veux dire, le C, C++, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Lorsqu'on travaille en haut niveau, on doit d'abord faire la compilation, pour vérifier si tout va bien, mais à la fin, on doit compiler tout ou linker, créer un exécutable directement en binaire. Et c'est celui-là qui va être envoyé vraiment et exécuté par le microprocesseur. Et donc, un système microprogrammé, toujours il y a deux parties. La partie matérielle, comme j'ai dit, donc le processeur et tous les éléments à côté, mais aussi il doit y avoir une partie software qui est le programme à exécuter. Alors le microprocesseur, si on regarde qu'est-ce qu'il contient, on distingue quelques éléments les plus essentiels. Il y a l'unité arithmétique et logique. C'est quoi? C'est une partie intégrée qui contient, si vous vous souvenez, j'ai parlé des soustracteurs avec des fonctions logiques. Eh bien, l'ALU ou l'unité arithmétique et logique, elle contient
des circuits intégrés qui font la soustraction pour 8 ou 16 bits. Elle contient les soustracteurs, elle contient tous les multiplicateurs et diviseurs et toutes les opérations aussi logiques. D'accord? Toutes les unités arithmétiques et logiques et la comparaison. Tout ça est intégré quelque part et on appelle cette partie-là dans le processeur comme étant les unités arithmétiques et logiques. Mais il n'y a pas que ça, il y a un ensemble de registres et compteurs qui sont importants. Il y a le compteur de programme, c'est un élément important, c'est lui qui va à chaque fois pointer vers une instruction. Parce que, comme j'ai dit, le processeur, il va ramener une instruction, il va l'exécuter, donner le résultat, et cherche une deuxième, et ainsi de suite. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un programme contre, c'est-à-dire un compteur de programme qui va à chaque fois s'incrémenter pour aller chercher l'instruction. Et puis, il y a un ensemble de registres, d'accord? Parmi ces registres-là, donc il y a la pile, il y a les registres d'adresse qui permettent de ramener l'adresse. Il y a des registres tampons qu'on va utiliser lorsqu'on a la donnée qui arrive et après, à un certain moment, on peut la réutiliser. Il y a ce qu'on appelle aussi l'accumulateur ou les work registres. Donc, c'est des registres qui sont directement presque liés à l'unité arithmétique et logique. On ramène toujours un opérand, on fait l'opération, le résultat on le met dans l'accumulateur et l'accumulateur peut l'envoyer soit vers le bus des données pour le sauvegarder ou bien pour l'afficher par exemple. Et donc, un des registres aussi importants, c'est ce qu'on appelle le registre d'état. Le registre d'état, il contient un ensemble de bits qui sont considérés comme des flags ou des drapeaux ou des indicateurs. Par exemple, je fais une instruction de soustraction. Juste après l'instruction, je peux regarder est-ce que le résultat est nul ou pas. Donc il y a un bit 0 par exemple. Le bit 0 me permet de dire est-ce que le résultat de l'opération précédente est égal à 0. Ben, si je fais par exemple une soustraction et le résultat z, le bit z égale à 1, ça veut dire le résultat égale à 0, ça veut dire que les deux valeurs sont égales. Et je peux utiliser ce type de bits ou de drapeaux ou d'indicateurs pour faire des conditions, pour faire des sauts. Si quelque chose, je passe à autre chose. Si le détail égale 0, je passe à la partie qui me donne une seule racine. Si le détail est inférieur à 0, hop, je saute vers une instruction, une partie, si vous voulez, du programme qui me permet de calculer les deux, si vous voulez, solutions qui sont complexes et conjuguées, et ainsi de suite. Et on a bien entendu un bloc de commande qui permet de synchroniser le fonctionnement au niveau du microprocesseur, comme il y a aussi 3 bus. Il y a un bus d'adresse qui permet d'adresser les éléments internes et aussi aller vers la carte mère, vers les RAM, chercher à la bonne adresse les données ou sauvegarder. Il y a aussi un bus de contrôle qui permet d'activer les différents éléments selon un petit peu l'instruction. Il y a aussi, si vous voulez, un bus de données qui permet de prendre la donnée et en utilisant l'adresse pour trouver la bonne adresse et sauvegarder la donnée ou bien, comme j'ai dit, aller chercher une donnée à partir d'une adresse. Donc il y a 3 bus importants, la commande, les données et les adresses. Alors le cycle d'exécution d'une instruction, donc la première des choses, il y a le compteur programme qui va pointer vers une adresse. Au début, il va pointer vers le début du programme. Il va aller chercher l'instruction. Après, il va décoder l'instruction, c'est-à-dire il va partager quel est le code opération et quelles sont les opérandes. Une fois qu'il sait de quelle opération il s'agit, il va chercher les opérandes et puis il va l'exécuter. Donc il y a 3 étapes. Alors anciennement, lorsqu'on cherche l'instruction, donc on cherche d'abord le code d'opération et puis les opérands, ce qui retarde un petit peu l'exécution. Ça, c'est un petit peu la première génération des microprocesseurs et microcontrôleurs, ce qu'on appelle l'architecture von Neumann, qui découle du premier ordinateur inventé en 1949, donc parmi les ancêtres un peu des ordinateurs, et qu'il y a une architecture qui ressemble à celle qui a été utilisée une fois les transistors ont été inventés. Il y a les microprocesseurs qui ont été fabriqués à partir de 1974, et donc ils utilisent cette architecture von Neumann
mais elle est un peu ancienne. Il y a une nouvelle qui est arrivée fin des années 80, début des années 90, pratiquement en parallèle avec l'invention des microcontrôleurs, qui se base sur ce qu'on appelle l'architecture Harvard et qui cherche l'instruction et les opérandes en parallèle pour gagner du temps. Et donc on a là le code d'opération et l'opérande qui arrivent en même temps, ce qui facilite un petit peu la active ou bien rend un peu les opérations rapides. Ça permet de doubler la vitesse pratiquement presque deux fois. Alors, toujours lorsqu'on commence un programme, eh bien, il est sauvegardé quelque part, c'est pas à nous de gérer, mais bien entendu, maintenant, lorsqu'on travaille par exemple avec un ordinateur, il y a ce qu'on appelle le système d'exploitation qui va gérer tout ce qui est fichier d'une manière dynamique. Si je clique pour exécuter un programme, et donc le système, si vous voulez, va mettre dans le compteur programme le début du programme, là où il y a la première instruction pour la chercher, et puis après il va continuer à incrémenter ou s'incrémenter pour chercher l'ensemble des instructions. Donc ça c'est au niveau, si vous voulez, d'exécution. Pourquoi on parle de l'instruction et de l'exécution? Comme j'ai dit, tous les systèmes, ou 6 systèmes qui nous intéressent, sont microprogrammés, c'est-à-dire il y a un programme derrière qui va s'exécuter, et ce programme, bien entendu, c'est un ensemble d'instructions. Alors maintenant, on passe un petit peu au microcontrôleur. C'est exactement la même philosophie, un microcontrôleur. C'est un microprocesseur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a à l'intérieur, en plus de l'unité arithmétique et logique, du compteur programme, de la pile, de registre d'instruction et ainsi de suite, il y a aussi de la RAM et de la ROM. Donc il y a déjà la mémoire à l'intérieur. En plus, maintenant, il y a aussi, comme ils sont destinés à des applications industrielles, il y a aussi des convertisseurs. Il y a des convertisseurs, si vous voulez, analogiques numériques, qui permettent directement de ramener un signal, l'échantillonner et le traiter de manière numérique. Après, une fois le résultat, pour l'envoyer, on fait la conversion inverse pour envoyer un signal analogique, physique, vers quelque chose. Donc les microcontrôleurs contiennent dans le même boîtier des convertisseurs numériques, des timers et bien sûr de la mémoire, mémoire pour les données, mémoire pour les, si vous voulez, pour le programme. Si on regarde par exemple le microcontrôleur ici, c'est la famille 18F. Nous on utilise le 18F, je crois 4520. Et donc il y en a deux, soit des 40 pins de cette manière-là, un peu, si vous voulez, rectangulaire. Sinon, les dernières versions sont plutôt sous forme de carré avec 44 pins. D'accord? Donc, celui qui est sur notre carte, c'est pas exactement celui-là, c'est le 45 K20 et qui est sous forme d'un circuit intégré carré avec 44 pins. Mais ce qu'on va trouver en général ici, surtout on doit l'alimenter, hein, on doit lui donner des timers parce qu'à l'intérieur, lui, il n'y a pas d'oscillatoire. Donc il y a un oscillatoire à l'extérieur qui lui donne un signal, si vous voulez, de synchronisme, de synchronisation. Et puis à l'intérieur, il va créer, si on veut, d'autres timers, mais l'horloge principale elle est de l'extérieur. Et puis, bien entendu, il y a l'alimentation, il y a bien sûr le JND d'un côté, et puis tout ce qui est, si vous voulez, validation, pour plutôt activation, et aussi les ports. Les ports, c'est un petit peu les pins d'interface. Un microcontrôleur, bien entendu, il a la possibilité de recevoir des informations, et lorsqu'il fait un calcul, un traitement, il peut aussi renvoyer de l'information vers l'extérieur. Et donc là, on peut utiliser, si vous voulez, les ports. En général, la plupart, il y a 3 ports, le port A, B, C. Et ces ports-là, on peut les programmer soit en entrée, soit en sortie, selon notre application, et à travers des registres. Et le registre, on les appelle des registres de direction, ce qu'on appelle les trices. Il y a un trice A, trice B, trice C. Selon
ce qu'on met comme valeur, soit des 0 ou bien des 1, d'accord? Si on met 0, ça veut dire on va programmer le port en sortie, et si on met 1, on va le programmer en entrée. Ok? Et comme j'ai dit, selon notre besoin, on va choisir un type de microcontrôleur selon un petit peu ses caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques? C'est la vitesse. Donc on peut trouver des microcontrôleurs jusqu'à quelques mégas. Hein? Les mégas, c'est déjà pas mal. Hein? Et aussi au niveau de la RAM. Donc c'est ce que je vais exécuter où j'ai besoin des programmes très complexes, beaucoup de lignes de programmes au moins. Et donc selon cela, et aussi un nombre de pins au niveau des ports, est-ce que j'ai beaucoup d'entrées-sorties ou pas. C'est ça qui détermine un petit peu, si vous voulez, le choix de mon microcontrôleur. Et comme j'ajoute aussi que cette famille utilise la technologie Harvard, ça veut dire une rapidité au niveau de l'exécution, comme on l'a dit, parce qu'on peut chercher en même temps l'opération ou le code d'opération et en même temps les opérants. Donc si on regarde ici, donc on a tout ce qui est au niveau de l'architecture. Donc il y a, on utilise le jeu d'instructions réduit, ce qu'on appelle le RISC. Initialement, les premiers microprocesseurs, selon l'opération, si on fait par exemple l'addition, je peux faire addition de deux valeurs directes, additionner 4 plus 6. Ça, c'est une opération différente que l'addition de 1 plus le contenu d'une case mémoire. Donc initialement, chaque opération, selon sa situation, donc elle a un code différent. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'instructions. Les premiers microprocesseurs, ils ont presque 100 instructions, ce qui est beaucoup. Alors avec le nouveau système réduit, on est dans les 30-35 instructions, ce qui est facile à gérer, mais que l'addition, il y a une seule opérande d'addition, et puis il y a, donc toujours l'opérande est la même, ce qui change après un peu, c'est l'opérande, soit c'est une valeur directe, soit c'est une valeur qu'on va, si vous voulez, chercher dans la mémoire. Et donc ça, ça facilite un peu l'utilisation des microcontrôleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, on a ici le bus de données. On a tout ce qui est... ici, c'est un bus, un décodeur, ou ce qu'on appelle un décodeur d'adresse avec le programme ou la mémoire des programmes. Les données qui sont envoyées. On a, si vous voulez... Les bus ici, vous voyez, c'est des bus de 8, hein, donc c'est des 8 bits. Mais ça ne veut pas dire que tout est mis sur 8 bits. Les instructions en général, on est mis sur plus de 8 bits, soit 12, soit 16 bits. Pourquoi? Parce que l'adressage dépend du nombre d'éléments qu'on va adresser. Si on a beaucoup, on doit augmenter. Même si la donnée qui va être traitée, elle est que sur 8, l'adresse, ici, vous voyez, data address, il est sur 12 bits. Donc il n'est pas sur 8 bits. La mémoire, par exemple, des données, elle contient 39 kilobytes. D'accord? Et puis ici, on a le port A, le port B et le port C. Et donc, on voit bien que je peux utiliser le port RA0 jusqu'à A, si vous voulez, jusqu'à A7. Et je peux l'utiliser, comme j'ai dit, comme entrée ou bien comme sortie.